Salam alaikum Azzoul Fellaouen, bonsoir. Le ministre de la Santé annonce que l'État est prêt à assumer la campagne massive de vaccination à partir de janvier 2021. En effet, il semblerait que tout soit prêt, que les mesures logistiques humaines, à savoir le personnel soignant et les lieux où se feront les vaccinations, sont déjà pré-opérationnels. Ceci pour le discours officiel, mais dans la réalité, les choses sont plus compliquées à mettre en place. Aucun débat n'a agité la communauté médicale au sujet de l'organisation du programme en lui-même. Aucune communication institutionnelle n'est venue informer les citoyens du déroulé de cette campagne de vaccination. En dépit de cet aléa, plusieurs questions interpellent les citoyens. Dans quelles conditions s'est fait le choix du vaccin? À quel prix? Le vaccin retenu a-t-il eu la certification nécessaire par les organismes internationaux? Certaines informations font état que le choix du vaccin se joue entre le russe Sputnik et le vaccin chinois. La question qui se pose est pourquoi restreindre le choix aux seuls deux fournisseurs russes et chinois, alors que plusieurs laboratoires mondiaux produisent des vaccins contre le corona. Est-ce que c'est une question de moindre coût? La santé de tout un peuple ne peut se résoudre à un choix dicté uniquement par le prix, mais par la qualité du vaccin, son efficacité et la relative sécurité quant aux effets secondaires. Il ne faudrait surtout pas que le choix qui sera porté sur tel ou tel vaccin soit motivé par le seul intérêt financier et des commissions occultes versées aux décideurs. Parallèlement, le ministre de l'Enseignement supérieur envisage d'effectuer la rentrée universitaire en utilisant les plateformes Internet sans tenir compte que seuls 3 étudiants sur 10 possèdent un ordinateur portable et que, plus grave, le débit Internet est l'un des plus bas au monde. Cet effet d'annonce a pour effet de plonger l'ensemble de la communauté universitaire dans l'expectative, l'incompréhension et la colère contre, encore une fois, la gabégie et l'incompétence qui sont les seules qualités de ce gouvernement. Le Hirak parisien a bravé la pluie, le froid pour marcher en revendiquant la primauté du politique sur le militaire en cette douloureuse date anniversaire de l'assassinat de Abban Ramadan. Cette reprise du Hirak à Paris, Montréal, est un signe fraternel de solidarité envoyé à nos compatriotes résidant sur le sol national, mais surtout témoigner aux yeux de l'opinion politique et médiatique française de la détermination de la diaspora algérienne à faire aboutir les légitimes revendications du peuple algérien dans l'unité, à savoir la construction d'un État de droit démocratique et social. À travers la persistance de la mobilisation en France, c'est l'espoir d'un renouveau qui est envoyé à nos compatriotes qui vivent en Algérie pour qu'enfin le Hirak passe au stade supérieur, c'est-à-dire passer de la stratégie de la tension à la stratégie de la représentation afin d'élaborer les mécanismes de la transition et de construire avec responsabilité le socle du renouveau national. Dawla Madaniya, Machi Askariya.
Algérie, déliquescence de l'État, le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Abdelhamid Mehenni, médecin spécialiste et directeur de recherche depuis la Suisse via Skype. Dr Abdelhamid Mehenni, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam alaikum, bonne soirée. Et puis, Azul Fellaoun et je dirais bonsoir aussi à tous vos invités, à vos téléspectateurs. Merci docteur Azul Fellah, alaykoum salam wa rahmatullah, marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'avoir Yousef Jaroun, militant politique depuis Paris via Skype aussi. Yousef Jaroun, merci d'avoir accepté l'invitation, bonsoir. Azul Fellah, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Merci à vous, Yousef Jaroun. On aura le plaisir aussi d'accueillir Karim Kebir, journaliste qui sera avec nous dans cette émission depuis Alger, et Arab Saïd Achour, qui est médecin aussi, secrétaire national du RCD depuis Alger. Docteur Abdelhamid Mehenni, je vais commencer cette émission avec vous. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Quand le ministre de la Santé parle que la campagne de vaccination va commencer donc janvier 2021. On se pose bien sûr la question comment elle sera cette campagne de vaccination, alors qu'on sait très bien que il faut des mécanismes, il faut des moyens, il faut mettre des moyens en place pour réussir. Donc s'il y a campagne de vaccination, est-ce qu'on est dans la réalité ou le surréel, docteur Abdelhamid Mehenni? Alors, vous savez, le grand problème en Algérie, c'est qu'ils n'ont pas choisi de vaccin. Mais comme vous l'avez dit dans votre introduction, il s'agit d'un vaccin soit russe, le Sputnik 5, ou un des vaccins chinois, pour des raisons probablement de coût. Mais le problème avec ces deux vaccins, c'est qu'ils sont entourés d'une opacité. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas, même si, par exemple, même si les grandes entreprises comme Pfizer, BioNTech et Moderna, ils n'ont pas publié leurs résultats, mais ils ont quand même rendu les résultats aux acheteurs, et en leur donnant tous les détails de leurs études. Leurs études vont apparaître par la suite. Mais le problème avec les deux vaccins-là, le russe et le chinois, c'est qu'ils sont entourés d'une opacité. Et cette opacité, notamment, vous savez, c'est surtout les Émirats ou la Turquie qui ont pris des échantillons dans lesquels ils ont utilisé pour tester leur vaccin, qui sont, par exemple, pour la Turquie, ça ne dépasse pas les 7000. Et pour les Émirats, on n'en sait rien du tout. Et pourtant, ils avancent des chiffres, mais sans étayer ça scientifiquement pour dire, voilà, il n'y a pas de problème, ou il y a pour voir l'efficacité, la sécurité. Parce que le prix, c'est pas l'élément le plus important. Parce que quand vous achetez un vaccin qui n'est pas efficace, même s'il est peu coûteux, il va vous revenir plus cher parce que il va pas vous protéger votre population. Maintenant, quand le vaccin il est cher mais efficace, là il va vous protéger. Et c'est ça le grand problème. Est-ce que vous pensez donc, en plus de cette opacité, par rapport au vaccin choisi, et moi j'ai parlé dans mon intro que le régime algérien ou le pouvoir algérien se décide beaucoup plus entre le vaccin Sputnik 5, donc, qui est russe, et le vaccin chinois. Et là, on se pose aussi la question, docteur, sur les effets secondaires de ces vaccins. On connaît pas, on ne sait pas trop, docteur. Alors, ils ne sont pas connus. Il faut voir là où ils les ont utilisés, notamment en Turquie ou chez les Émirats arabes unis et même au Brésil. Mais il y a un autre élément. Moi, j'ai eu l'occasion de lire, je crois hier, un article qui a été publié dans le Financial Times qui parlait des Hongkongais. Vous savez, les Hongkongais, c'est les Chinois qui sont tout proches. Et eux, l'article, il décrit les Hongkongais comme étant extrêmement pessimistes quant à l'utilisation d'un vaccin chinois.
Eux, au moins, ils ont réservé des vaccins chinois, ils ont réservé de celui BioNTech. Je vous fais rappeler que même la Chine, elle a acheté une part, un certain nombre, je crois 3 ou 4 millions de doses de BioNTech. Quand vous avez un vaccin dont vous en êtes sûr, vous n'allez pas acheter un autre. Donc vous gardez ce que vous avez de bien. La question ne se posera plus. Maintenant, le problème par rapport à la sécurité, c'est incognito. Il y a une opacité, mais terrible. J'aimerais bien que les pays, dans le Maroc, par exemple, lui, il conduit une étude. Je sais que le Maroc, le Pérou et le Brésil conduisent aussi des études en utilisant le vaccin chinois, qui est en fait le vaccin chinois, pour rappel, il a été produit selon la technique de Salk, c'est un vaccin, en fait, ils prennent le virus, ils l'inactivent chimiquement. Est-ce que telles études ont été réalisées en Algérie? Non, il n'y en a eu aucune étude en Algérie. Malheureusement, il n'y en a eu aucune. Au moins, quand vous voulez acheter un vaccin chinois, essayez-le avant de l'acheter. On peut l'essayer sur un échantillon pour avoir une idée sur... Parce que vous savez que la génétique des populations peut être différente, la réponse peut être différente, la sécurité, etc. Donc, tous ces éléments manquent. Il n'y a pas eu d'études. Et ça, franchement, ça relève... Moi, quand j'entends le ministre de la Santé parler ainsi... franchement, c'est de l'amateurisme. Vous pouvez réserver un vaccin, vous dites, voilà, je vais le prendre, je vais le tester, et s'il correspond à mes attentes... Docteur, je vous ai coupé la parole, mais parce que vous m'avez tendu la perche. On va essayer d'écouter donc le ministre de la Santé, Ben Bouzid, et je reviendrai à vous. On écoute le ministre de la Santé. دائرتنا الوزارية بالتنسيق مع المصالح الحكومية مع المصالح الحكومية الأخرى لاقتناء اللقاح الذي سيكون جاهزا كما أمر به السيد رئيس الجمهورية في جانفي إن شاء الله، ونكون إن شاء الله في الموعد. وستتخطى بإذن الله هذه المرحلة الصعبة من الوباء الذي كان له الأثر الكبير على الحياة الاجتماعية والاقتصادية لبلدنا. Docteur, est-ce que vous pensez, vous avez entendu le ministre de la Santé, même en l'entendant, et ça on peut dire aussi, on peut parler du body language, on se dit, lui-même il n'est pas convaincu de ce vaccin. Est-ce que vous pensez que c'est l'effet annonce et qu'on s'éloigne là de la gestion de la santé de tout un peuple? Vous savez, quand j'ai entendu Tebboune à travers son tweet dire voilà, il faut qu'on vaccine à partir de janvier, c'est un effet d'annonce, ça n'est pas sérieux. Parce que s'il était, et M. Ben Bouzid, quand il dit avec le dawa al-okhra, dawa, شكون هو الدواء الأخرى؟ أنت وزير الصحة، أنت اللي تقرر. وتقدر تقرر مع وزارة المالية. Et là, on se dit, il est vraiment, lui-même, il n'est pas convaincu de cette annonce. Mais bien sûr, parce que s'il était sérieux, regardez, pour pouvoir comprendre le fonctionnement d'un ministère de la Santé dans n'importe quel pays, vous avez vu vis-à-vis de la pandémie, vous verrez que ces pays-là ont d'abord réservé des parts de vaccins chez Moderna, chez BioNTech, etc. Ils ont choisi. Par rapport au prix, ils nous ont négocié, ils ont dit si ces vaccins démontrent leur efficacité, dans ce cas-là, nous, on va acquérir tant. Ça a été déjà décidé avant, à tel prix. Maintenant, nous, rien n'a été fait. Rien n'a été. OK, vous ne voulez pas faire comme ça, vous avez votre manière de faire, d'accord. Dans ce cas-là, au moins essayez-le. Faites des essais cliniques en Algérie en utilisant, je ne sais pas, le vaccin chinois ou qui paraît être plus sérieux et qui n'est pas entouré qui apparemment, il y a pas mal de pays qui sont en train de l'essayer. Alors, pourquoi ne pas l'essayer? Mais essayez-le d'abord pour pouvoir dire, voilà, il est efficace à tant pourcentage, il est sûr,
voilà les risques qu'on peut avoir, etc., dans notre population. Et là, ça n'a pas été fait. Quand il dit, c'est lui le responsable. Mais apparemment, M. Bambouzid, c'est pas lui qui décide. Vous savez très très bien que dans ce gouvernement, il faut voir les tenants de la boutique, qui sont les militaires. Quand vous lisez dans la revue El Jeish, dans l'intro du mois de décembre, vous verrez que ça sonne complètement faux. Ils disent qu'ils sont solidaires avec le peuple, etc., vis-à-vis de cette pandémie. Il n'en est rien. Ils ont donné ils ont mis à disposition, je crois, c'est un hôtel à Ben Aknoun pour un hôtel sportif, du centre sportif. Ils ont mis à disposition de la population. Si vous verrez les autres pays, la Suisse, la France, etc., la Grande-Bretagne, où les armées ont construit des hôpitaux depuis très longtemps. Là, c'est de la solidarité. Mais nous, elle est où la solidarité? Elle est inexistante, malheureusement, ce qui est déplorable. Parce que quand même, ils engrangent une grande partie du budget de la nation. Et ça, malheureusement, c'est triste. C'est franchement. Mais quand on, docteur Abdelhamid Mhenni, quand on revient donc sur ce vaccin, bien sûr, et on doit se poser la question sur ce secteur que beaucoup de médecins, des spécialistes, des médecins qui exercent dans ce secteur disent que c'est un secteur qui est malade, qui est très mal géré, malgré qu'il y a les moyens, mais ces moyens malheureusement n'ont pas été dirigés d'une façon, si on peut dire, efficace. Comment peut-on résumer ce secteur, docteur Abdelhamid Mhenni, surtout que vous êtes en Suisse, que peut-être vous avez une autre expérience de médecine? Vous savez, je vais vous dire en toute honnêteté, et franchement, ce gouvernement n'a pas réussi à faire face à la pandémie dès le départ. Pire, il l'a prise comme un allié pour réprimer, etc. Ils n'ont rien foutu. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont faire quelque chose, soyons sérieux. Vous savez que tous les pays, regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne. Pour eux, ils ont une démarche pour pouvoir vacciner leur population. Ils ont des statistiques. Nous, on n'a aucune statistique. Combien de personnes vous allez vacciner au départ? Qui sont ces personnes, etc. Ils ont un protocole, une stratégie de vaccination. Elle est où, la stratégie de vaccination? Même les tests, docteur, ils étaient à 18 000 dinars, le test. Ça, on va rentrer dans un autre domaine que, franchement, c'est inacceptable. Ils disent que la médecine, elle est gratuite. Franchement, elle est vraiment gratuite. Quand vous prélevez des montants, des salaires des travailleurs, c'est gratuit. Vous ne pouvez pas dire que c'est gratuit. Et là, en plus, ces personnes-là ne reçoivent pas les soins ou les tests, etc. Maintenant, par rapport aux tests, si on revient au test, vous vous rappelez, Tebboune, il avait annoncé qu'il avait acheté, je crois que c'était au mois d'avril ou au mois d'avril, oui. Ils veulent acheter 30 000 tests. Maintenant, il y a eu d'autres tests qui sont moins coûteux, qui sont plus répandus en Algérie. Mais le test PCR, lui, c'est le gold standard, c'est-à-dire vraiment s'il est positif, c'est que c'est vraiment vous êtes positif. Maintenant, quand c'est négatif, ça ne veut pas dire il est à peu près négatif. Dans 20 à 30% des cas, il peut être négatif, il peut être faussement négatif. Pour autant, vous pouvez. Moi, je vous dis en toute honnêteté, autour de moi, toutes les personnes que j'ai vues, à qui j'ai parlé en Algérie pour leur dire « allez-y, faites le test », il n'y en a eu aucun. Il n'y en a eu aucun qui a pu faire le test. Le seul diagnostic sur lequel les médecins se basent, c'est d'utiliser le scanner. Sinon, il n'y en a pas. Ils n'ont pas de test. Ou ils font des tests sérologiques. Maintenant, le problème avec les tests sérologiques, je ne connais pas la qualité de tous les tests sérologiques qui sont en circulation. Mais pour être sérieux. Et là, on se pose la question, docteur. On se dit, si on n'a pas pu gérer même les tests, comment on va gérer les vaccins? Vous savez, je vous ai dit, quand vous n'avez pas une stratégie pour affronter cette pandémie, vous pensez qu'ils ont une stratégie pour vacciner? Et s'ils avaient une stratégie,
Le ministre aurait pu en parler, dire voilà, on va commencer par vous savez, en Europe, on dit voilà, on va commencer par vacciner la population qui est plus fragile et qui est beaucoup plus susceptible de mourir de la Covid-19. Ou dire voilà, je vais vacciner par exemple le personnel médical, paramédical, de la santé en général et sociale. Mais ça, il est où le plan, il est où la stratégie? Qu'est-ce qu'elle vise? Ils n'ont aucun objectif. S'ils avaient une stratégie, on aimerait bien l'entendre parler de cette stratégie. Très bien. Restez avec nous, docteur Abdelhamid Mhenni. Je vais revenir à vous. On a été rejoint donc par Arab Saïd Achour, qui est secrétaire national du RCD, mais qui est aussi médecin. Docteur Arab Saïd Achour, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Merci, bonsoir tout le monde. Zulfillak, merci à vous, docteur. Docteur, si on revient un peu sur les déclarations de Ben Bouzid, le ministre de la Santé, qui confirme que le vaccin anti-Covid sera disponible au mois de janvier prochain. Là, on se pose la question. Docteur Abdelhamid Mhenni, qui est avec nous, parle. Est-ce que vraiment il y a une stratégie pour croire à ce que dit Ben Bouzid et aussi revenir sur la gestion de la pandémie, que beaucoup de spécialistes du domaine parlent d'une vraie catastrophe. Quand on voit un test qui coûte presque 18 000 dinars, là on se pose la question, comment l'Algérien il peut avoir accès au vaccin et quel vaccin? D'abord, la cacophonie qui est installée autour de la vaccination est un prolongement de la gestion chaotique de la crise sanitaire. Cela nous renseigne sur les degrés d'approximation de la prise en charge des affaires de l'État, où les prises de décision sont faites dans l'opacité la plus totale et par un groupe restreint qui n'est pas vraiment connu. Il n'y a pas très longtemps, Monsieur le ministre nous disait qu'il ne faut pas se précipiter pour l'acquisition du vaccin, qu'il faut prendre son temps pour choisir le vaccin qu'il fallait. Et on a été justement, le tweet de M. Tebboune, d'ailleurs on se pose la question sur la manière de communiquer du chef de l'État. D'abord il s'adresse au gouvernement de l'étranger, par l'intermédiaire d'un média étranger pour nous dire quelques jours de début de la vaccination que la vaccination débutera le mois de janvier. Et puis, il se trouve qu'on est aux portes du nouvel an, du mois, 2-3 jours du début de la vaccination. On n'en connaît même pas quel vaccin a été choisi. On ne sait rien du tout. C'est l'opacité la plus totale. Bon, il faut signaler que l'approche est populiste et la communication elle est faite par la rumeur. C'est la rumeur qui nous dit que probablement l'Algérie va choisir entre le vaccin chinois ou bien entre le vaccin chinois et le vaccin russe. Je dis, voilà, ça c'est là. Il n'y a pas de communication officielle dans ce sens. Et puis moi, je me pose. Et encore, docteur, ce qui a été dit par Abdelhamid Mhenni, donc le médecin spécialiste et directeur de recherche qui est avec nous aussi, c'est les effets secondaires de ces vaccins russes et chinois. On ne connaît pas les effets secondaires. Il n'y a pas eu d'études autour de ces vaccins. Oui, effectivement, c'est l'inconnu au sujet de ces vaccins. Mais la question que je me pose aussi, est-ce que l'Algérie a le choix? Parce que on dit que l'Algérie jusqu'à présent n'a pas choisi son vaccin. Et il faut savoir que le vaccin américain Pfizer, c'est un vaccin et ils ont clôturé les commandes il y a très longtemps. Ça fait un bon moment déjà depuis qu'ils ont clôturer les commandes. Est-ce que l'Algérie peut aujourd'hui acquérir ce vaccin, même si elle le voudrait? Parce que le problème qui se pose,
D'abord, c'est un problème de disponibilité et ce n'est pas uniquement un problème de financement. Il y a aussi la logistique qu'il faut mettre par rapport à ce vaccin. Les vaccins, on sait très bien que les deux vaccins, soit anglais, soit le vaccin américain, nécessitent des températures négatives. Et en Algérie, la logistique en Algérie, on va y trouver énormément de problèmes par rapport justement à cette logistique. Et aussi, moi je pense qu'il y a une précipitation par rapport pour entamer la vaccination qui n'est pas réfléchie, qui est venue comme ça, je ne sais pas comment la décision a été prise. C'est vraiment précipité au moment où les gens, quand même surtout le comité scientifique, nous parlaient d'un vaccin qui va prendre un peu de temps pour réfléchir. Est-ce que vous pensez que ces décisions, vous êtes en train de dire comment les décisions sont prises, est-ce que vous pensez que ces signes, ces indicateurs, la façon de prendre des décisions, des contre-décisions, est-ce que vous pensez que ça démontre que ce pouvoir est totalement perdu et si on peut dire même il navigue à vue? Oui, c'est ce que je disais, effectivement. Je pense qu'en Algérie, il y a un conflit d'intérêts qui est posé, ou bien il y a une lutte d'influence au sein du pouvoir. C'est comme on a l'impression qu'il y a deux entités qui sont en train de chaque entité essaye de prendre du contrôle et de se positionner par rapport à la prise de décision. Et puis, quand on parle de la vaccination, il y a quand même la moindre des choses, c'est d'avoir une stratégie de vaccination. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut vacciner, quelles sont les personnes qu'il faut vacciner, quand est-ce qu'il faut vacciner, par quels moyens il faut le faire. Et quand je parle, est-ce qu'on va vacciner d'abord les personnes à risque ou bien le corps médical, ou est-ce qu'on va vacciner les personnes, déjà la question qui se pose, est-ce qu'on va vacciner déjà les gens qui ne sont pas malades, ou bien est-ce qu'on va commencer par les gens déjà qui sont tombés malades et qui sont guéris? On n'en sait rien, c'est la cacophonie totale. Donc, il n'y a pas de stratégie de vaccination, Non, absolument, il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune approche. Très bien. Restez avec nous, docteur Arab Saïd Achour, je vais revenir à vous. Restez avec nous. Je vais donner la parole à notre confrère Chaban qui est à Paris. On va revenir avec nos invités sur ce qui s'est passé à Paris, bien sûr, cette marche qui a été donc à l'occasion du décès de Abban Ramadan, Rabbi Yarhamou, donc du départ d'Abban Ramadan, Rabbi Yarhamou. Je pense qu'il est avec nous, Chaban Qassi, par Skype. Est-ce qu'il est avec nous? Oui, très bien. Chaban Qassi, merci d'être avec nous. Merci à vous. Qu'est-ce qui s'est passé alors à Paris aujourd'hui? Bonsoir Nasser, vous m'entendez? Un peu. Je pense qu'on a un petit souci de son. Très bien. Est-ce que vous là, m'entendez? très bien là, Chaban. On vous entend très bien là. Vous m'entendez? Bonsoir Nasser, bonsoir aux téléspectatrices d'Aoulas TV. Bien écoutez, comme vous venez de dire, bien évidemment, encore une fois, c'est une énième marche supplémentaire pour le soutien, la solidarité avec le peuple algérien maintenant qui est dans la rue depuis plusieurs décennies, mais effectivement depuis février 2019. Un dimanche un peu particulier, effectivement, paix à leur âme, vous parliez d'Abban Ramadan, mais bon, on a aussi commémoré Hossein Ahmed ou encore Farhat Abbas aujourd'hui, mais c'est toujours cette marche qui était présente. Il faut savoir qu'aujourd'hui à Paris, particulièrement, croyez-moi, les rafales de vent, des pluies diluviennes, des averses, il était quasiment impossible de rester pied à terre dans les rues parisiennes, dans les rues franciliennes aujourd'hui, depuis ce matin très tôt d'ailleurs. Mais quoi qu'il arrive, la marche a eu lieu. On pouvait penser d'ailleurs qu'elle aurait pu être annulée, ce n'était pas le cas. Elle a eu lieu. Il ne faut pas oublier aussi que, notamment à Paris, en France, les fêtes de fin d'année, bien évidemment, sont très importantes. Ce sont aussi les vacances scolaires. Mais malgré tous ces éléments-là,
la marche a eu lieu entre République et Bastille aujourd'hui. Très bien. Il y a eu quand même du monde, Chaban. Alors pour être honnête, soyons honnêtes, et puis les images, vous les avez diffusées, elles circulent. Bien évidemment, ce ne sont pas les dizaines de milliers de personnes que nous avons eues auparavant, mais ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que le peuple continue, quoi qu'il arrive, via cette marche donc, qui a été légalisée donc, par la préfecture. Mais ce qu'il faut retenir réellement, c'est que quoi qu'il arrive, on remarquera une chose, c'est que le peuple algérien, en Algérie, ça va de soi, mais aussi en France, et notamment à Paris, quoi qu'il arrive, il continue les mêmes revendications. C'est vraiment que le pouvoir s'en aille, c'est vraiment qu'il puisse... Il y a des mots qui sont revenus aujourd'hui, Nasser, assez forts, c'est la dignité, que le peuple algérien puisse retrouver et continuer à retrouver sa dignité et à vivre dignement. Donc même si, pour répondre clairement à votre question, bien évidemment, il n'y avait pas les dizaines de milliers de personnes qu'on a pu voir, notamment avant cette pandémie, eh bien aujourd'hui la marche, coûte que coûte, elle a eu lieu, et toujours dans le même objectif, restons unis, il faut vraiment qu'il y ait un changement en Algérie. Très bien. Chaban, on va essayer de revenir. J'espère que vous allez pouvoir intervenir tout à l'heure aussi, très rapidement. On a des images qui sont arrivées, donc on va essayer de vous montrer quelques images de cette marche à Paris. C'est vrai que, comme a dit Chaban, il pleuvait beaucoup, mais ça n'a pas empêché les Algériens de sortir. Merci Chaban pour ces précisions. Espérons vous avoir donc avant la fin de cette émission. Yousef Jaroun, merci Yousef Jaroun d'être avec nous. On s'excuse, on a pris un peu de temps avec nos deux médecins. Mais si on revient un peu sur la lecture politique des déclarations donc, de Ben Bouzid, est-ce que vous pensez que les Algériens vont vraiment gober ce qu'a dit Ben Bouzid, comme quoi la campagne de vaccination va commencer ce mois de janvier, donc on parle de même pas un mois. Comment peut-on faire la lecture politique par rapport à ces déclarations? Vous savez, cher Nasser, ce que je suis vraiment content d'entendre nos frères, les spécialistes de la matière, ce qu'ils ont mis en avance. Parce que nous, dès le début, on a dit que le régime algérien, le pouvoir algérien n'a pas pu et n'a pas su comment gérer cette pandémie. Ça, en fait, ses conséquences, c'est dû à des décisions hasardeuses prises par le régime algérien. On a dit, par le régime en place. On a dit que il n'y a que les spécialistes qui peuvent justement mener une feuille de route, à moyen terme et à long terme, non seulement pour faire face à cette pandémie, en même temps si j'ose dire, pour revoir le système de santé algérien. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on ne peut pas prendre des décisions politiques sans l'aval et sans la concertation des spécialistes dans tous les domaines, Et aujourd'hui, entendre un ministre dire que à partir du mois de janvier, on va essayer de vacciner tout le monde. Mais vacciner tout le monde, quels sont ces gens que nous devons vacciner et quelles sont les conséquences? Sur quelle base non seulement on a choisi ce vaccin, primo, secondo, est-ce qu'il y a l'aval d'une commission des spécialistes qui vont appuyer ces décisions politiques? C'est bien de prendre des décisions politiques, mais il faut qu'il y ait, avant de prendre n'importe quelle décision, il faut qu'il y ait un rapport. Ce rapport, ce n'est pas le politique qui va l'établir, c'est les spécialistes. Et ça pose une autre question d'une importance capitale. Aujourd'hui, on va faire une vaccination de masse, mais qui va assumer les conséquences?
parce que entendre notre frère médecin établi en Suisse dire que même ceux déjà qui sont les citoyens des pays qui ont produit ce vaccin sont sceptiques parce que les données scientifiques, les gens du domaine, ils disent que il faut prendre de recul. Et nous, on prend une décision politique sans des références, et sans mettre sa population dans un état de confiance. Déjà en rupture avec sa population. Donc, cette situation qu'on vit aujourd'hui, c'est les conséquences de fuite en avant de ce régime. Un régime qui a pris des décisions politiques contre non seulement la volonté du peuple, mais aussi contre la volonté des gens du domaine et les spécialistes. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que l'Algérie est vidée. Il est vidé de ses compétences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne m'étonne pas aujourd'hui d'entendre un médecin établi en Suisse ou aux États-Unis ou ici à Paris dire qu'ils font le bonheur, justement, non seulement ils font le bonheur des pays d'accueil, mais quand ils alertent les pouvoirs publics, les gens qui détiennent le pouvoir en Algérie, ils n'écoutent pas. C'est ça le problème de ce régime. Le problème de ce régime, non seulement il est autoritaire, mais aussi il n'écoute pas. Il n'écoute pas le politique, même si on a le pouvoir de prendre des décisions politiques. Mais ça ne nous empêche pas d'entendre les spécialistes. Mais malheureusement, ces gens qui n'écoutent pas parce qu'il y a l'impunité. Aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays, c'est un marasme généralisé. Non? Et en plus, les gens, avec plus d'une année de coronavirus, ils ont pris des décisions de confiner la population. Ils ont confiné la population. Et il y a des familles à qui on a demandé de l'activité commerciale, artisanale, mais il y a des aides derrière. Et ça, il y a des familles, il y a des salariés qui n'ont pas touché leurs primes, il n'y a pas des aides parce que tout simplement il n'y a pas des aides. Mais s'il y avait une concertation avec les gens du domaine, ils auraient pu faire mieux que ça. Et aujourd'hui, un ministre qui nous dit que on va vacciner tout le monde, sur quelle base? On va essayer d'enchaîner donc notre sujet. On va commencer à vacciner nos seniors. On va commencer à vacciner les gens fragiles. Très bien. On va continuer juste avec on va enchaîner aussi avec le sujet. Et vous avez parlé un peu qu'on est en train de vider l'Algérie de ses compétences. Et là, on va enchaîner avec les déclarations du ministre de l'Enseignement supérieur qui envisage d'effectuer la rentrée universitaire en utilisant donc les plateformes Internet. Et on sait très bien que l'Internet chez nous, c'est un vrai problème. Le débit est l'un des derniers au monde, l'un des plus bas au monde, si on peut dire, et qu'un étudiant, 3 étudiants sur 10 possèdent un ordinateur portable. Je vais donner la parole à Dr Abdelhamid Mhenni, mais avant de vous donner la parole, on va essayer d'écouter Shamseddine Chitour, qui est ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, qui parle de la formation de l'élite. Mais malheureusement, on forme les Algériens, mais on les forme pour qu'ils partent ailleurs. On écoute Shamseddine Chitour et je vous donne la parole, docteur. Oui, vous avez bien raison de le souligner.
le président de la République nous a instruit il y a une année de mettre en place une stratégie visant à se faire sortir l'Algérie des temps morts. Comme vous le savez, nous avons raté notre entrée dans le 21e siècle et nous sommes en train de rattraper cela. Cela ne va pas être facile parce que nous avons hérité d'un bilan assez lourd, un bilan négatif assez lourd, notamment en ce qui concerne nos réserves. Nous avons dépensé 1000 milliards de dollars sans avoir rien fait de conséquent. Maintenant, nous avons les idées, nous savons ce qu'il faut faire, mais il faut donner du temps au temps. Et comme vous l'avez souligné, en termes de bilan, si vous permettez, dans le gouvernement de M. Abdelaziz Jarrad, j'ai d'abord occupé un poste du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et rapidement, si vous permettez, en quelques minutes, pour dire un peu ce que nous avons fait et qui s'inscrit en quelque sorte à l'aune de tout ce qui a été positif pour le gouvernement actuel. Je pense notamment aux 54 engagements du président de la République, notamment en ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la formation de l'élite. Le pôle de Sidi Abdallah est absolument à mettre en place, quelle que soit la santé financière du pays, parce que c'est cela qui va nous sauver, la formation de l'élite. Nous l'avons vu ces derniers jours. Simplement avec les attaques que vous avez eues, vous avez dû entendre parler de cela, la formation d'ingénieurs, la formation d'informaticiens, c'est des dizaines de milliers qu'il faut former, et donc tout est basé sur la formation de l'homme. Et de ce côté-là, je me réjouis de dire que nous avons mis en place des chantiers pour les nouvelles écoles d'intelligence artificielle, de mathématiques, de biologie, d'informatique. Bref, c'est tout ce qui va nous permettre en quelque sorte d'avoir ce qu'on appelle des défenses immunitaires. Et ce sont celles-là qui vont sauver. Docteur Abdelhamid Mhenni, quand on entend Chemseddine Chitour, on se dit qu'on est dans un pays très développé qui prend en considération bien sûr l'élite, alors qu'on sait très bien que c'est tout à fait le contraire. Certes que je veux défendre Chemseddine Chitour dans ce qu'il a dit, mais franchement, j'ai pas trouvé de mots. Vous savez, les bons discours, on a l'habitude avec. Maintenant, les faits, les pratiques, c'est autre chose. C'est un ministre qui est venu pour dire, voilà, on crée des pôles, on fait ceci, on fait cela, mais dans la réalité, il n'y a rien qui se concrétise. Docteur, est-ce qu'il y a une malcompréhension de la situation? Il est professeur quand même, Chemseddine Chitour, et quand il était, si je peux dire, enseignant, il avait des analyses il était aussi critique de la politique, surtout de la politique menée par les gouvernements successifs de Bouteflika. Vous savez, est-ce que vraiment on est dans le déni de la réalité, ou est-ce qu'on voit les choses, peut-être qu'ils sont en train de voir des choses que nous ne voyons pas? C'est quoi le problème donc chez nous? Excellente question. Vous savez, Monsieur Nasser, vous vous rappelez quand il a été nommé ministre, il est allé devant le Parlement. La première des choses qu'il avait faites, il a commencé à tirer sur ses collègues professeurs, à dire voilà, ils sont médiocres, ils ne sont pas ceci, cela. Donc du coup, déjà, à la base, ce ne sont pas des politiciens. Vous savez, ce ne sont pas des politiciens, c'est des scientifiques, etc. Il n'y en a même pas qui ont, si vous prenez par exemple le ministre de la Santé, il n'a même pas des compétences de gestion de base. Vous savez qu'en Suisse, par exemple, les médecins font une formation de gestion d'entreprise. Comme ça, s'il part pour gérer son cabinet, il va pouvoir le gérer d'une manière scientifique, etc. Il a à sa disposition un conseiller financier, un conseiller en comptabilité, un conseiller juridique, etc. Il a tout ce panel dans différents domaines qui l'accompagnent. Maintenant, s'il reste dans le secteur universitaire, il va gérer des projets de recherche.
Donc, c'est une gestion. Il a de l'argent, il doit pouvoir les gérer. Ça, malheureusement, n'existe pas en Algérie. Et donc, du coup, moi, quand ça m'a rappelé quelque chose tout à l'heure, quand vous avez dit « Ah, l'argent, etc. », ou c'est un de nos collègues d'Alger qui parlait de ça. Vous savez qu'il y a des médecins qui ne sont même pas payés. Ils ne sont pas payés. Alors, vous parlez de vaccins, soyons sérieux. Vous savez, l'une des choses en tant que ministre ou en tant que gestionnaire, il doit appeler son directeur financier pour dire, voilà, combien on en a de médecins, quelle est la masse salariale, etc., pour voir qu'est-ce qu'ils pourraient faire à partir de là. Mais moi, je vous dis honnêtement, ils savent, parce que autour de moi, je me rappelle quand j'étais en Algérie, je vais vous raconter une histoire qui était assez anecdotique. Il y avait Hamrouche comme Premier ministre. Autour de moi, il y avait 5 ministres. 5 ministres. Vous savez, on les ramène et au bout de 6 mois, on les fout dehors. C'est des personnes qui n'ont pas de compétences dans la gestion, c'est pas des politiciens, ils n'ont pas de compétences dans la gestion. Or, gérer un ministère, il faut avoir déjà une vision de la santé, il faut avoir une vision de l'enseignement supérieur. Ils peuvent faire des choses, mais malheureusement, vous savez qu'à l'heure actuelle, durant cette pandémie, la majorité, quand vous écoutez la majorité des dirigeants du monde dans des entreprises, la décision n'est pas prise au top, mais vous savez, d'habitude, c'est top-down, de haut en bas. Maintenant, non, c'est down-top. C'est de le bas, on laisse la liberté à ceux qui sont sur le terrain et les directions, le top va venir derrière pour leur dire oui, c'est bon, on peut le faire, on ne peut pas le faire, etc. C'est des gens qui viennent avec des discours, des beaux discours dans l'ensemble. Ils peuvent faire des choses, ils peuvent, s'ils ont la volonté politique de le faire. Alors, pourquoi ils sont là? Moi, je vous dis honnêtement, si on me proposait de rentrer dans un pareil gouvernement, je refuse, parce que c'est un gouvernement qui n'a pas de légitimité. Ah, il faut être élu, parce que pour être élu, il faut être accepté par le peuple. Parce que demain, c'est pas n'importe qui va vous dire, vous venez et vous repartez. Quand il y avait le CNT, on m'a proposé même, il y avait Benguerina, Zoubida Assoul, il y avait Djilali Sofiane qui étaient dans la liste. Moi, j'ai dit non, je n'accepterai pas d'entrer dans quelque chose qui n'est pas légitime. Qui n'est pas, vous n'êtes pas élu. Vous venez, comme ils vous ont fait venir, ils vont vous faire partir. Le feu Ahmed Lahmou, il a dit quelque chose de très, très frappant. Quand on lui a dit, vous abstenez de participer, etc., la politique de la chaise vide, c'est pas la bonne politique. Il leur a dit, écoutez, on m'a proposé la présidence, moi je l'ai refusé. Quand je me suis présenté pour les élections, ils voulaient la truquer, ils ont ramené Bouteflika. Donc du coup, ils ont peur des gens qui ont une légitimité parce qu'eux, ils vont avec un projet et avec une vision, etc. Ce n'est pas trop tard, mais ils ne vont pas pouvoir le faire. Vous savez, les beaux discours, on en a eu, on a été gavés toute notre vie, et c'est l'une des raisons qui m'a poussé de quitter l'Algérie pour venir en Suisse. C'est parce qu'il n'y avait pas de recherche en Algérie. Et pire, on m'a dit même que j'étais médiocre pour être une universitaire. Donc, ok, j'étais médiocre, d'accord. Je vais aller vers une autre division, comme ça je jouerai dans des grandes divisions. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, c'est des gens qui tiennent des discours, des beaux discours. Le discours qu'il a pris, c'est un discours qui correspond à ce qui se passe en France. Mais ces discours, docteur, ça fait reculer l'Algérie. Ça fait créer des problèmes énormes à notre pays. Et c'est ça qui fait peur, c'est ce déni de réalité. Restez avec moi, docteur Abdelhamid Mehni. Je vais donner la parole à Arab Saïd Achour. Arab Saïd Achour, quand on entend Chemseddine Chitour parler, donc faire sortir de l'Algérie des temps morts, former la formation de l'élite, maintenant nous avons les idées et il faut donner le temps au temps. Ça veut dire il faut laisser Tebboune travailler, il est là seulement une année, alors qu'on sait très bien que un pays qui n'avance pas recule. Vous savez, nous avons affaire à un gouvernement qui gère par des effets d'annonce. Leur objectif, c'est de gagner du temps. Et l'essentiel, c'est de présenter un discours
et de nous dire qu'ils vont faire des promesses, ils pensent qu'ils ne sont pas obligés de tenir ce genre de promesses, leurs promesses. On se souvient bien des engagements du chef, plutôt du ministre du Commerce, qui nous a promis de la viande à 800 dinars. Tout le monde s'en souvient. Et on a beaucoup d'annonces dans ce genre. Ce gouvernement essaye d'occuper le terrain pour nous faire oublier justement l'absence du chef de l'État, de un. De deux, gagner du temps pour voir qu'est-ce que le pouvoir, les vrais décideurs vont décider demain de ce qu'ils vont faire de ce pays. Et de trois, aussi, c'est d'occuper le peuple avec cette histoire de vaccin, cette histoire de pandémie, cette histoire qui est réelle d'ailleurs. Mais on sait très bien, ce gouvernement, bien ce pouvoir, ils n'ont pas l'intention d'arrêter une stratégie bien claire, bien échelonnée dans le temps, avec des objectifs bien précis. Est-ce qu'on a vu monsieur le ministre de la Santé venir devant le peuple algérien justement pour nous parler de ce programme? Non. Monsieur Chitour, aujourd'hui, qui est d'abord un maire aussi, quand il était professeur qui était respecté, mais sur le plan politique, mais pour monsieur Chitour, on ne lui connaît pas des positions politiques, un certain engagement politique. D'ailleurs, c'est le cas de la majorité du gouvernement algérien. Donc, normalement, un gouvernement, ça devrait être un gouvernement politique pour prendre des décisions politiques, pour pousser justement le pays en avant. Et sans oublier que ce gouvernement, ou bien ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est illégitime. Donc, il y a un problème de légitimité, il y a une crise de confiance vis-à-vis du peuple, et aussi il y a une méfiance du peuple vis-à-vis de ce gouvernement et de ce pouvoir. La question que je me pose, comment le peuple va accueillir cette campagne de vaccination? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on va vacciner le peuple, et puis le peuple là, il va se faire vacciner le plus normalement du monde. C'est comme de rien n'était. Surtout quand on sait que ce vaccin, et à travers le monde aussi, cette campagne de vaccination à travers le monde, il y a beaucoup de suspicions et beaucoup de gens qui ont peur de ce vaccin, justement. Il y a des gens qui disent que c'est une manipulation, il y a d'autres qui disent que ça ne vaut pas la peine de se vacciner, on va attendre pour voir un petit peu comment ça va se passer. Et là, c'est des vraies difficultés réelles. Mais que fait le gouvernement, justement, algérien pour convaincre la population, sur la nécessité de vaccination, du vaccin, sur convaincre le peuple algérien justement pour se faire vacciner. La question qu'on se pose aussi, est-ce que le vaccin sera obligatoire ou bien est-ce que les gens peuvent refuser de se faire vacciner? Le gouvernement ne répond pas par rapport à ça. Alors que dans plusieurs pays, cette question a été très claire. Et on avait annoncé que par le biais de leurs responsables, Premier ministre au président, que les vaccins n'étaient pas obligatoires parce qu'il y a eu quand même, la population était inquiète par rapport aux effets secondaires de ce vaccin. Mais malheureusement, chez nous, il n'y a pas eu de communication. On ne fait pas de conférence de presse comme on le fait dans d'autres pays. Au moins, qu'est-ce que ça coûte une conférence de presse et d'expliquer aux Algériens l'état actuel de la santé ou l'état du Covid chez nous? Malheureusement, tout ça n'existe pas, docteur. Effectivement, oui, c'est ça, c'est le flou total. C'est pour ça que je dis que le gouvernement, il est en train de naviguer à vue. Bon, il y a un engagement du chef de l'État de vacciner le peuple algérien à partir du mois de janvier. Là, on essaie de gagner, on n'a pas dit est-ce que le début du mois de janvier, est-ce que la fin du mois de janvier. Mais l'essentiel, justement, c'est de gagner du temps en attendant de voir les choses comment elles vont se présenter. Très bien.
Allô? Très bien, restez avec nous, Arab Saïd Achour. On va donner la parole à Youssef Jaroun. Youssef Jaroun, on va essayer donc. Il me reste au moins une petite vingtaine de minutes. On va essayer donc de la consacrer pour cette marche de Paris, aussi sur l'avenir du Hirak. Est-ce que le Hirak va revenir s'il y a une campagne de vaccination et comment il doit revenir? Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette marche, Youssef Jaroun? Je pense qu'on a une vidéo par rapport à ça. On va essayer de voir la vidéo qui nous est arrivée donc de Paris et je reviendrai à vous. Donc c'était à Paris aujourd'hui, c'était donc l'anniversaire de l'assassinat de Abban al-Ramadan, 63 ans après, et surtout donc ce slogan Dawla Madaniya Machi Askariya. Youssef Jaroun, vous êtes en France, vous êtes aussi étudiant, donc comment vous pouvez qualifier la marche d'aujourd'hui? Vous savez, la marche d'aujourd'hui nous montre une chose, que l'adhésion de l'immigration, soit ici à Paris ou à Canada ou un peu partout en Europe ou en Amérique, que l'adhésion des Algériens de la diaspora, c'est une adhésion forte, c'est une adhésion, et ils adhèrent à des idées, et nous sommes convaincus de ces idées, et nous sommes dans l'obligation de soutenir le peuple algérien. Et d'ailleurs, la marche d'aujourd'hui, ça coïncide avec l'anniversaire de l'assassinat d'un grand monsieur qui s'appelle Abban al-Ramadan, qui nous a, en fait, qui nous ont dit, soit Abban, soit Hussein, soit Krim, soit tous les révolutionnaires algériens nous ont laissé un patrimoine aujourd'hui. Ce patrimoine aujourd'hui, non seulement nous essayons d'être à la hauteur, et d'être responsables, parce que aujourd'hui, si on milite pas juste uniquement pour, entre parenthèses, je réponds à certains qui essayent de réduire le problème algérien à un problème d'élection. Le problème de l'Algérie ne se résume pas uniquement à une élection présidentielle, mais se résume à tout un système politique. Le système politique aujourd'hui, nous militons pour l'avènement d'une république, d'un état de droit où le civil exerce ses droits le plus normalement du monde. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si par exemple, si le civil exerce ses droits le plus normalement du monde, on ne se trouve pas dans cette situation. Et là, je parle sous le contrôle de nos médecins. Aujourd'hui, je suis vraiment triste de voir l'ordre des médecins
qui normalement dans les pays qui se respectent, les spécialistes sont en avant. C'est eux qui vont mener les orientations dont le politique ou dont le militaire doit adhérer et doit appliquer ces orientations, pas uniquement pour protéger cette population, pour orienter la population, pour redonner cette confiance entre le politique et la population. Aujourd'hui, entendre ces soi-disant ministres qui ne sont pas légitimes, et entendre le président entre parenthèses soi-disant le président de la République depuis l'Allemagne faire une sortie médiatique qui ne reflète pas justement les aspirations du peuple algérien, non seulement c'est décevant, mais reflète que ce régime, il est en rupture avec la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que si nous voulons justement sauver l'Algérie, la réalité, c'est d'écouter le peuple. Écouter le peuple, c'est de justement ouvrir à des solutions à moyen terme et à long terme pérennes. Et pour ouvrir à ça, il faut aller vers un processus constituant, le processus constituant où toute la société civile se retrouve à l'intérieur. Merci Youssouf Djaroun. Restez avec nous. Abdelhamid Mhenni, bien sûr on a parlé donc de cette déliquescence de l'État et aussi de la gestion, la façon dont on est en train de gérer le pays, le déni de la réalité, mais aussi de l'autre côté, il y a des revendications, il y a tout un peuple qui veut qu'il y ait un changement, qui veut qu'il y ait une rupture avec le système, la façon de gérer. Et aujourd'hui, on a vu bien sûr la marche de Paris en France qui coïncide avec l'anniversaire de l'assassinat de Abban Ramadan Rabbi Yarhamou, et lui aussi qui était donc pour ce slogan Dawla Madaniya Machi Askariya, la primauté du civil sur le militaire. Quelle est votre lecture donc par rapport à cette marche? Est-ce que il y a si on peut dire, donc, il y a urgence pour que le Hirak revienne, sinon on aura de gros soucis. Ça c'est clair, malheureusement, on en a déjà de gros soucis. C'est clair que la seule manne pour pouvoir arriver à pousser ce pouvoir à venir, à essayer de créer une espèce de moyen de pression, c'est de continuer le Hirak, parce que sans le Hirak, on n'est rien. Donc regardez, depuis le mois de mars, depuis qu'on a arrêté les manifestations du Hirak, le Hirak en soi n'est pas que les manifs. Les manifestations, c'est une partie du Hirak. Le Hirak aussi se déroule avec des discussions à travers le réseau Internet, surtout à l'étranger. Maintenant, en Algérie, c'est clair que la seule façon de pousser ce pouvoir à laisser des concessions, si on peut parler ainsi, parce qu'il ne désire pas, il n'a aucune intention de céder quoi que ce soit. Ça, il ne faut pas se leurrer. Le Hirak va pousser ce pouvoir à lui dire, voilà, il est temps que tu viennes, sinon ça ne marche pas. Maintenant, quels sont les moyens pour pouvoir essayer de pousser ce pouvoir à venir et de discuter d'une manière sérieuse, pas en essayant de copier certaines demandes du peuple pour essayer de les travestir et les faire passer selon sa volonté. Quand Emmanuel Macron disait « ouais, moi je soutiens le président Tebboune pour qu'il aille vers une transition », cet homme qu'il a décrit comme courageux, vous voyez très très bien, il pourrait y avoir une transition, mais une transition au système, c'est-à-dire une transition selon le système et les tenants du pouvoir. Maintenant,
pour pouvoir arriver, la seule façon, c'est de continuer le Hirak. Et le Hirak, c'est les idées, c'est les marches, c'est l'ensemble de ces. Et pourquoi ne pas, par exemple, essayer de copier nos parents et nos grands-parents qui ont fait par exemple, une grève de 7 jours, et essayer de presser. Je ne dis pas que ça marcherait, etc., parce qu'il y a des éléments, ils s'en foutent. Regardez, depuis le confinement, il n'y a pas eu ils s'en foutent que les gens ils se nourrissent ou qu'ils ne se nourrissent pas, qu'ils ont de quoi vivre, etc. Tous ces éléments ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Maintenant, il faut trouver une façon de les faire ramener à la table. Et ça, il faut essayer de discuter, de trouver une façon de faire. Et ça, l'ensemble de l'élite, surtout ceux qui sont à l'étranger, peuvent discuter et trouver une stratégie pour pouvoir ramener ce pouvoir à s'asseoir à la table. Très bien. Est-ce que vous pensez, docteur, qu'il y a nécessité ou urgence à accentuer donc le Hirak, et s'il y a nécessité, comment on peut l'accentuer? Comment on peut donc passer à un rapport de force qui peut donc pousser le régime à aller à des réformes? Ça ne va pas être facile. Vous savez, en Europe, il y a le problème des confinements. Et ça, c'est un problème. Vous savez qu'à Paris, s'il n'y avait pas les confinements dans différents pays, par exemple, on partirait pour une manif à Paris. Hein. C'est clair. Mais maintenant, avec cet état de cette pandémie et les mesures qui accompagnent cette pandémie, c'est clair que ça entrave les manifestations, que ce soit à Paris ou ailleurs. Maintenant, en Algérie aussi, moi, ce qui m'attristerait aussi, c'est de voir les gens ne pas se protéger, ne pas respecter les distanciations, etc. Toutes ces mesures-là, moi, j'ai pas intérêt à voir le peuple, par exemple, tomber malade. Déjà qu'il y a énormément de décès. Vous voyez sur la bande que vous êtes en train de faire passer pour dire, voilà, la commission scientifique dit qu'il y a eu 6 décès ou je sais pas quoi. Tous ces chiffres sont erronés, ne représentent pas du tout la réalité. Donc, il faut essayer sur le terrain, mais peut-être il faudrait le faire. Vous savez, quand George Floyd, par exemple, il a été tué aux États-Unis, les gens sont sortis parce qu'ils considèrent que les manifestations et lutter contre l'injustice était beaucoup plus important que n'importe quelle autre chose. Donc, en Algérie, on peut, mais il faudrait le faire dans de bonnes conditions pour protéger aussi en plein air, avec des masques, avec des mesures de distanciation, etc. Ça, s'ils le font, ils pourront le faire. Maintenant, n'oubliez pas qu'à Alger, il y a une densité policière. Si bien on m'a raconté que quand vous sortez pour aller acheter quelque chose, vous avez deux flics derrière vous qui vous suivent, qui vous demandent où vous allez, etc. Donc c'est comme pire que l'occupation, d'après ce qu'on nous a raconté nos parents durant la révolution de l'indépendance de l'Algérie. Et ça, c'est triste. Très bien. Restez avec nous, docteur. Arab Saïd Achour, votre parti, bien sûr, a appelé pour la rupture avec le système et surtout, quand vous voyez ce qui se passe maintenant en Algérie, on a parlé des événements qui se sont passés donc ces derniers jours ou ces dernières semaines, le retour de Nazzar, la libération de Toufiq et le discours de Tebboune, qui nous fait donc dire que la feuille de route du régime, elle est toujours là et ils ne vont pas reculer. Et là, ça pose vraiment problème par rapport à ce que demande le peuple, qui est donc des réformes, qui est un changement de système, alors que l'Algérie passe par des difficultés et des menaces. Quelle est la stratégie pour vous? Quelle est la stratégie meilleure pour vous, Arab Saïd Achour? D'accord. D'abord, le peuple, moi je pense que le peuple algérien n'est pas sorti pour des réformes, mais il est sorti dans la rue justement, c'est pour se débarrasser définitivement de ce système. Ce n'est pas uniquement un problème de petites réformes, mais c'est
le système dans sa globalité qui doit partir. La marche d'aujourd'hui, elle coïncide avec la commémoration de l'assassinat de l'architecte de la Soumane. D'ailleurs, son assassinat est dû pour justement mettre fin à un projet de société d'une Algérie algérienne. Ce qui a dérangé, c'était la suprématie du civil sur le militaire, qui est d'ailleurs toujours d'actualité et qui est revendiqué par la reprise dans la rue pour Doula Madania Machi Askaria. Pour nous, au sein du parti, nous sommes parmi le peuple, nous sommes sortis, nos militants, nos cadres, ils sont sortis avec le peuple, parmi le peuple, justement pour épouser cette revendication qui est une Algérie nouvelle, pas celle d'Algérie, cette Algérie dont il parle, mais justement une Algérie républicaine, une Algérie démocratique et telle qu'elle est revendiquée par le Hirak. Et cette Algérie ne peut être concrétisée que par une période de transition. D'ailleurs, notre parti a mis à discussion, nous avons produit une plateforme dans ce sens que nous avons mis à la disposition des acteurs politiques et du peuple algérien pour la débattre et pour l'enrichir. C'est pour l'élaboration d'un processus constituant. Oui, Arab Saïd Achour, tout ça est très beau. Ce que vous êtes en train de dire, qu'il faut aller vers une période de transition et qu'il faut changer le système. Mais quand on voit de l'autre côté ce qui se passe au sommet du régime, au sommet du pouvoir, on est en train de voir que on ne veut pas écouter le peuple, qu'on est en train de continuer dans la même façon de gérer, dans la même façon de gestion, pardon. Et on n'est pas en train d'écouter le peuple par rapport à ses revendications. Et là, il y a un vrai problème. Soit le régime, il nous mène vers un désastre, soit le Hirak, il y a un problème au sein du Hirak. Bon, vous savez, le Hirak, malheureusement, il y a eu il y a eu cette crise sanitaire, il y a cette Covid-19 qui a quand même arrêté toute activité dans la rue et malheureusement, le pouvoir algérien a profité de cette opportunité pour se réorganiser et pour rassembler toutes les branches du pouvoir autour de la sauvegarde justement de ce pouvoir. Les informations que nous recevons ces jours-ci justement, nous voyons que la majorité des gens qui nous ont présentés comme étant des oligarques, comme étant la Issaba, comme étant des gens qui c'est le mal de l'Algérie, ils sont en train de revoir leur procès, ou bien on voit de revoir leur procès, justement dans l'objectif de se préparer à affronter l'après-Pontimé, c'est-à-dire à s'organiser pour affronter le Hirak et pour faire durer le pouvoir actuel. Mais aussi pour le Hirak, je pense que pour les acteurs, il faut un rassemblement des forces politiques, des activistes politiques, aussi des acteurs de la société civile, autour d'un minimum d'idées pour créer une force de proposition et de pression pour aller vers une transition, cette transition que le peuple revendique. Est-ce que vous pensez que le Hirak doit faire son bilan, Arab Saïd Achour? Je ne sais pas. Si le Hirak, je crois que le Hirak, c'est un peu de tout, c'est beaucoup d'acteurs. Si le peuple aussi, dans sa majorité,
chacun doit faire quand même un bilan à son niveau. Je pense que chacun doit faire un bilan à son niveau et dégager un minimum. Je crois que déjà le minimum, il y est déjà dans le projet, dans les revendications du Hirak, où la majorité du peuple algérien se retrouve. Mais effectivement, nous avons manqué jusqu'à présent d'efficacité sur le terrain. Donc il faut aller vers un rassemblement pour créer un pouvoir, un contre-pouvoir à ce régime. Voilà. Très bien. Reste avec nous, Saïd Achour. Youssef Jaroun, est-ce que le Hirak a manqué d'efficacité, comme le dit Saïd Achour? Qu'est-ce qu'il faut changer? Est-ce qu'il faut faire le bilan? Et aussi que la politique, c'est des rapports de force. Votre lecture, Youssef Jaroun? Vous savez, le Hirak, tant que on peut dire que le Hirak, depuis le 22 février 2019 à ce jour, il n'a pas échoué. Il n'a pas échoué. Pourquoi? Parce que par le passé récent, il y a des gens qui ne peuvent pas dire dans une marche pour la primauté du politique sur le militaire, Dawla Madaniya, Macha Askaria, pour une deuxième république. Ça, c'est des slogans quand même, c'est des slogans très très forts, mais aussi c'est des slogans que le respirer, il est inspiré du congrès de la Sommam. C'est ça le plus important, parce que ceux justement qui veulent réduire justement la revendication du peuple algérien à uniquement à des élections. Ce n'est pas ça le Hirak. Le Hirak, c'est des idées. Le Hirak, c'est un processus, si vous voulez. C'est un processus parce que la société, justement, qui se métamorphose avec ses idées, avec l'évolution, avec d'autres visions de la gestion de la cité, de l'État, si vous voulez. Actuellement, le Hirak, c'est vrai que le Hirak, il y a des insuffisances, mais ces insuffisances, c'est dû à beaucoup de facteurs. Le premier facteur aujourd'hui, il n'y a pas un parti politique en interne qui n'a pas subi la destruction de la police politique. Ça, il faut le reconnaître. Ce qu'il y a des partis politiques actuellement qui vivent des crises organiques, d'ordre organique, en même temps d'ordre politique. Tout ça, la responsabilité elle est partagée par rapport à ces partis politiques, parce que même les partis politiques actuellement qui siègent à l'intérieur de l'Assemblée, de l'APN, à vrai dire, on peut pas être à l'intérieur en même temps soutenir le peuple. Ils auraient dû dès le début quitter ce Parlement. Après, par rapport à la suite de Hirak, moi comment je vois la suite de Hirak? La suite de Hirak, déjà, il faut admettre une chose, et je vais le répéter via votre chaîne, c'est que ceux qui adhèrent au Hirak autant qu'un processus déclencheur d'un changement profond, et qu'ils adhèrent, mais ceux qui utilisent le Hirak justement pour anticiper des élections, la participation à des élections, je leur dis que vous êtes échoués, parce que non seulement vous êtes pris par l'histoire, en même temps vous allez justement tendre la main à ce régime, parce qu'actuellement ces manœuvres de régime, c'est de rester le maximum en place. Le maximum en place. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour résumer. Très rapidement, Youssef, très rapidement. Ce matin, Belhemer, quand il a dit qu'en Algérie, il n'existe pas des prisonniers d'opinion. Oui, monsieur Belhemer. C'est parce que
vous incarcérez des gens sans aucun fondement juridique. Ça relève d'une chose. Quand on n'arrive pas à qualifier quelque chose juridiquement, ça relève de l'abus de pouvoir. Très bien. Que ces gens-là qui utilisent le pouvoir pour détruire cette jeunesse magnifique, cette jeunesse dynamique, ce que vous êtes en train de détruire l'Algérie. On a assez, vous avez détruit beaucoup de gens, vous avez détruit beaucoup de générations. Il faut cesser, il faut avoir cette responsabilité. Merci à vous, Youssouf Jaroun. À la hauteur. Merci à vous, Youssouf Jaroun. Je vais revenir 30 secondes, Dr Abdelhamid Mhenni, s'il vous plaît. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Si les choses s'améliorent, donc, au niveau par rapport à cette pandémie, donc, la question sanitaire, elle va s'améliorer. Est-ce que vous pensez que le Hirak va revenir en force? Il va créer, si on peut dire, donc, ce rapport de force qui est très important si on veut arriver à n'importe quel changement. La réponse est oui, mais il demeure quand même un problème. Par exemple, à Alger, il faudrait que les gens aussi se remuent. Il y a des sacrifices à faire. Maintenant, il ne faut pas rester dans la réaction. Il faut essayer d'établir une stratégie. Peut-être que ça serait mieux aussi de s'organiser. S'organiser, par exemple, ceux qui vivent à l'étranger peuvent s'organiser en un conseil consultatif et de discuter quelle stratégie faudrait-il utiliser, quelles sont les actions à entreprendre, etc. Ça permet une meilleure étude et donc d'être beaucoup plus efficace. Je vous fais rappeler que l'organisation, c'est la chose qui est la plus redoutable. Plus vous êtes organisé, et mieux vous serez, vous réussissez dans vos tâches. Maintenant, est-ce que ça va être, ça dépendra du peuple. Est-ce que le peuple veut vivre, continuer à vivre? Il l'a déjà dit le 22 février 19, il a dit « Moi, je ne veux plus vivre comme ça, je veux un pays normal ». Donc, il a commencé à bouger. Maintenant, est-ce qu'il veut rester dans cette espèce de statu quo ou veut aller chercher sa liberté, vraiment l'arracher? C'est au peuple de dire, c'est le peuple. Maintenant, les élites, les intellectuels, etc., doivent l'éclairer de sorte que quand on fait des actions, c'est des actions qui vont apporter un plus et donc qui vont ramener le pouvoir à descendre et de discuter avec les représentants du Hirak, s'il y aura des représentants, ou le Hirak, ou répondre à ces exigences en tous les cas. Merci à vous, Dr Abdelhamid Mhenni, qui était avec nous depuis la Suisse, médecin spécialiste et directeur de recherche. Yatik Saha, docteur. Merci à vous, Youssouf Jaroun, militant politique, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, Dr Arab Saïd Achour, qui est médecin secrétaire national du RCD, qui est avec nous depuis Alger. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Karim Kebir, qui était prévu donc dans cette émission. Merci à notre confrère Chaban Kassi. Ya'tikoum Saha, on est arrivé à la fin de cette émission et je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah. Bqaw ala khair.